qui est en train de se passer à l'Anthropocène, c'est-à-dire aujourd'hui avec l'homme qui est devenu un agent climatique, c'est que l'homme est en train de devenir la première cause de variation du climat à l'échelle du siècle. C'est ça qui est en jeu. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en augmentant un phénomène parfaitement naturel qui est là depuis des milliards d'années, qui s'appelle l'effet de serre. L'effet de serre, qui est un processus qui a été identifié par Fourier, Joseph de son petit nom, il y a 2 siècles maintenant, enfin 1824, on y est presque, est un effet qui est dû au fait que vous avez dans l'atmosphère des molécules qui sont parfaitement transparentes au rayonnement solaire incident et parfaitement opaques au rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre. Si vous avez fait un peu de rayonnement du corps noir avant de rentrer ici, vous savez que le spectre d'émission d'un corps dépend de sa température. Alors le Soleil, qui a une température de surface à 6000 Kelvin, nous envoie essentiellement du visible et de l'infrarouge proche. La Terre, qui a une température de surface qui est proche de 300 Kelvin, émet essentiellement des infrarouges lointains. Eh bien, dans l'air, vous avez plein de gaz, tous les gaz triatomiques ou plus, en gros, qui sont des gaz qui interceptent les infrarouges terrestres. Donc la lumière du Soleil, enfin ou le rayonnement solaire avec les infrarouges visibles, non visibles, les infrarouges proches passent à travers l'atmosphère, moins la part qui est réfléchie par les nuages, la glace, etc., est absorbé par le sol, et le sol, lui, en réponse, émet des infrarouges dans des grandes gammes, dans des longueurs d'onde beaucoup plus importantes. Ces infrarouges sont absorbés près de la surface par les gaz à effet de serre, qui sont donc des opacifiants aux infrarouges que l'atmosphère a en petite quantité, comme le permanganate de potassium, opacifie l'eau quand vous en mettez dans une baignoire. Pareil. Avec les émissions de gaz à effet de serre, nous augmentons l'opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge émis par la Terre. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons confiner l'énergie près du sol, et de ce fait augmenter la température d'équilibre du sol. Mais nous allons également corrélativement refroidir la stratosphère, parce qu'il y a moins d'énergie qui peut aller être absorbée, moins de rayonnement qui peut aller être observé dans la stratosphère. Et ça vous explique tout de suite une chose très simple, soit dit en passant, c'est que si vous avez une température près du sol qui augmente et une température de la stratosphère qui diminue, vous augmentez le gradient de température dans l'atmosphère et donc vous augmentez la puissance convective de tout ce qui convecte, je ne sais pas si on dit ça, de tous les mouvements convectifs dans l'atmosphère. Et donc, les orages, les tornades, les ouragans, la pompe aspirante devient plus puissante. Donc c'est très logique que vous ayez trouvé dans le dernier rapport du GIEC que dans un monde qui se réchauffe, la puissance des ouragans va augmenter. Les divers scénarios que vous avez ici sont des scénarios qui vous quantifient l'élévation de température que vous obtenez en 2100. Donc celui-là, vous avez vos 5 degrés, etc. Et si vous voulez vous limiter à 2 degrés, ben vous voyez le scénario qui vous intéresse, il est en bas là. Et ce scénario-là, il dit que d'ici à 2050, donc d'ici à ce que vos enfants aient votre âge, il faut avoir divisé les émissions planétaires par 3. Donc les générations futures, ça devient hyper concret. C'est vos enfants. Voilà. Donc vous les voyez tous les jours, en rentrant chez vous, pour ceux qui habitent encore avec eux, et à chaque fois que vous les avez au téléphone. Voilà, c'est ça les générations futures. Ce n'est pas des espèces de machins intemporels, mal définis, qui arriveront dans 3 siècles et demi. Non, les générations futures, c'est tous les gens dans cette salle qui ont moins de 65 ans. Voilà. C'est très très concret. Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà augmenté. Alors on a pris 1 degré. À 1 degré, on a déjà 20 millions d'hectares qui crament en Australie, plus 20 millions d'hectares qui crament en Sibérie, plus 5 millions d'hectares qui crament en Californie. Enfin non, pour le moment, ils sont qu'à 3. Qui crament en Californie, plus etc. Juste 1. Hein. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en fonction des émissions que nous aurons plus tard, que je vous détaille pas parce que c'est pas le sujet, ce que vous voyez surtout, c'est que les 20 prochaines années sont indifférenciées, quel que soit le scénario que nous suivons en termes d'émissions. La trajectoire de température est exactement la même. Ça, c'est la conséquence de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Les 20 prochaines années sont déjà écrites du point de vue du climat, quoi que nous fassions sur les émissions. Quoi que nous fassions. Donc à partir du moment où on commence à s'agiter sur la baisse des émissions, on travaille pour dans 20 ans. On est obligé de s'y coller à un moment ou à un autre. Hein. Mais il y a 20 ans de décalage entre le moment où on commence à prendre le médicament et le moment où ça commence à avoir un effet sur la maladie. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et dans les 20 ans qui nous séparent du moment où ça commence à avoir un effet, de toute façon, les conséquences empirent. Hein, de toute façon. Aujourd'hui, l'exercice de la démocratie, qui supposerait qu'on puisse avoir des choix éclairés sur ce qui structure vraiment notre univers, qui est devenu terriblement technologique, en fait, échappe à la quasi-totalité des gens qui devraient faire des choix. Alors, j'en reviens du coup, et du coup, le monde politique représente finalement une valeur moyenne de cette réalité, donc pas plus que la population qui les élit,
qu'ils ne comprennent dans le détail la technique qui aujourd'hui structure notre monde. Donc, si je résume ça plus trivialement, on a des gens pas informés, qui ne comprennent rien et qui brassent de la fumée. On a des gens peu ou mal informés, qui n'ont pas le temps de comprendre une fois qu'ils sont en fonction, et qui, de bonne ou de mauvaise foi, prennent souvent des décisions qui sont à côté du problème à traiter ou qui ne peuvent pas traiter le problème parce qu'il leur a manqué quelque chose dans la définition du problème. Une bonne partie d'entre eux essayent quand même de bosser correctement. Alors, lesquels alors, ceux que vous ne connaissez pas. Parce qu'en fait, il faut voir un truc dans le monde politique, c'est qu'il y a deux trucs qu'on ne peut pas faire en même temps. C'est se hisser vers le sommet du pouvoir et bosser ses dossiers. Donc ceux que vous allez voir traîner sur les plateaux de télévision, c'est ceux qui ne savent rien. Et ceux qui savent quelque chose, vous ne les verrez pas sur les plateaux de télé parce que c'est ceux qui sont un peu besogneux dans les commissions techniques, à l'Assemblée nationale, etc. Mais du coup, vous ne les verrez pas parce qu'ils essayent de bosser. Je termine sur cette question générale en forme de question philosophique par la référence à un livre que je cite souvent et que Nicolas aime bien, qui est Effondrement de Jared Diamond. Collapse. Collapse en anglais, qui montre comment doivent être envisagées les questions d'accès aux ressources, d'environnement et de collaboration avec les sociétés qui nous entourent, lorsque ces questions-là deviennent prégnantes et arrivent à un point qui est tel que si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Hé, Topper, c'est quoi ce livre? Grandes espérances. Mais ça vaut le coup? C'est pas ce que j'espérais. C'est-à-dire que je me dis, pardonne-moi l'expression, à un moment je me dis ces gens-là quand même se foutent de la gueule du monde, c'est-à-dire que rien ne les empêche de passer un peu de temps à essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Rien ne les empêche de le faire. Leur carrière, ils ont une carrière à mener. Eux, ils voient pas la chose de la même manière que toi, probablement. Ils veulent faire avancer leur carrière, point. Ils oui, mais je pense que c'est même pas comme ça. Je pense que paradoxalement, ils augmentent le risque de finir à l'échafaud parce qu'il y aura eu. Non, mais parce J'espère. Mais toute l'histoire politique française récente, c'est sortez les sortants. C'est-à-dire que justement, à un moment, ils se retrouvent trop en décalage avec les attentes de la population. Alors au début, c'est tout beau, tout neuf, hein, voilà. Honeymoon. Et puis exactement. Et puis très rapidement, ils se retrouvent en décalage. J'insiste. Je pense vraiment qu'il y a un côté irresponsable dans le fait, quand on ambitionne la conduite des affaires d'un pays, de ne pas passer du temps à se documenter sur quelque chose qui est devenu un enjeu central. Et les économistes nous inventent cette grande farce qui s'appelle la croissance structurelle de long terme. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens dans cette salle qui ont entendu cette expression que de gens qui ont manipulé un mixeur à soupe. Je me trompe? La croissance structurelle de long terme. C'est une vaste blague, la croissance structurelle de long terme. Comment voulez-vous faire croître structurellement à long terme n'importe quoi sur une planète qui faisait 13 000 km de diamètre il y a 2 siècles, qui en fera toujours 13 000 dans 2 siècles, et qui fera toujours 13 000 km de diamètre dans 1 milliard d'années? Est-ce que vous voulez faire croire structurellement à long terme? Sinon, nos illusions, tant que ça dure. Évidemment que ça ne marche pas. Alors pour le moment, on n'y est pas encore. Ça marche encore, mais ça ne sera pas structurel de long terme. Vous avez ici le meilleur modèle macroéconomique que je connaisse, qui est une approximation des dernières années. Ça s'appelle une droite. C'est quand même beaucoup plus simple à manipuler que tous les modèles qui portent des noms compliqués. C'est une droite, ça marche très très bien. Alors la droite, elle vous dit quoi? Elle vous dit, dis-moi combien d'énergie, c'est-à-dire combien de machines tu mets en fonctionnement, et je te dirai quelle est la production de ces machines dont je suis capable de donner une contrepartie économique qui s'appelle le PIB. C'est très très simple. Est-ce que vous voyez là-dedans des monceaux d'efficacité énergétique qui conduiraient les points à se comporter très différemment? Moi, je ne les vois pas. Aussi, la courbe est très légèrement convexe. Bon, il y a un peu d'efficacité. D'accord? Donc là, je vais vous proposer une première conclusion. Contracter fortement l'énergie qu'on utilise sans contracter le PIB, c'est juste impossible, parce que c'est les machines qui bossent pour nous. Donc, respecter les 2 degrés sans récession, nous n'y arriverons jamais. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on ne respecte pas les 2 degrés, on aura une récession de toute façon, parce que l'environnement nous pètera entre les doigts. Donc en fait, à partir de maintenant, notre choix, c'est je contracte de manière gérée, ou j'attends que les catastrophes s'en occupent pour moi. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure un peu lanceur d'alerte, parce que plus je t'entends et plus j'ai l'impression que tu viens avec des arguments et une force. Enfin, tu es assez virulent dans tes propos. Est-ce que tu cherches aussi une réaction ? Est-ce que toi-même ça t'inquiète et puis tu commences du coup à taper du poing de plus en plus fort sur la table ? Alors la réponse est doublement oui. Évidemment que je cherche une réaction. Sinon, je ne ferais pas ça. Est-ce que mon inquiétude augmente ? Oui. Alors, c'est à la fois de l'inquiétude et, si je puis employer le terme, de l'énervement qui augmente. Une frustration ? Non, de l'énervement. Okay. Il y a un côté énervé. Alors, l'inquiétude, oui, parce que plus le temps passe sans que... Alors, pardon, c'est un peu décousu tout ça, mais il y a dans le domaine informatique une petite règle qui est bien connue, qui est ce qui coûte 1 à corriger au moment de la conception, coûte 10 à corriger au moment du développement, 100 au moment du déploiement et 1000 une fois que c'est en service. D'accord ? Donc, il y a une prime au fait de corriger le plus en amont possible les visions erronées qui est extrêmement forte. Et depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, on a fait l'exact inverse dans un certain nombre de pays, dont le mien, c'est-à-dire qu'on a passé notre temps et notre argent à ne pas poser le problème à plat. C'est-à-dire on a fait l'économie du moment où on pose le problème à plat en disant c'est là qu'il faut commencer par porter les efforts et l'argent. On a foncé tête baissée sur des conneries, alors on en reparlera aussi. En France, l'éolien et le solaire, c'est perdre son temps et son argent. Il y a des trucs beaucoup plus importants à faire que ça. Et donc ça, c'est le sentiment d'urgence, j'ai envie de dire, qui augmente, parce qu'il n'y aura pas d'extra balle. Hein. Et la deuxième chose qui augmente, c'est l'énervement. Parce qu'il y a une phrase que j'emploie parfois qui consiste à dire « Personne met un revolver sur la tempe à quelqu'un quand il se présente pour être député, ministre ou président. » Ce n'est pas une obligation, d'accord ? Monsieur Macron, il n'est pas devenu président parce qu'on va coller un revolver sur la tempe en disant « Tu fais ça ou je te flingue. » Ce qui veut dire qu'à partir du moment où les gens ambitionnent d'avoir ce genre de responsabilité, ils sont obligés. Ils ont une obligation qui est celle de faire les choses sérieusement et celle de ne pas faire les dilettantes et ne pas faire les fumistes. Ça, c'est la théorie. Mais pour arriver à se faire élire, en général, ils ont dû déjà activer un peu leur réseau. Mais on peut, même dans ce contexte-là, essayer de se garder un peu de temps pour soi, pour au moins pour soi, essayer de comprendre quels sont les vrais problèmes à régler. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut passer un peu moins de temps à se complaire dans la démagogie et un peu plus de temps à comprendre le monde tel qu'il est. Bonjour. Pourquoi cet attachement à la civilisation, alors que, en plus d'être un système marqué par la culture du contrôle, qui, s'il continue à se développer, ne peut que déboucher sur une impasse qui nous transformera en esclaves des robots, et en plus qui est marqué par une folie des grandeurs délirantes appelées l'hubris. Pourquoi cet attachement à la civilisation alors qu'il s'agit en plus d'un mode de vie qui n'est absolument pas naturel, puisqu'il représente moins de 5% de l'histoire de l'humanité, et que, alors que quand nous ne faisons rien, nous nous emmerdons, nous sommes sujets à l'anxiété, à l'angoisse, en raison des pressions exercées sur nous par la civilisation, alors que la plupart des gens qui sont dits de peuples primitifs sont très contents quand ils n'ont pas de travail à faire, de rester assis pendant des heures à ne rien faire, parce que, contrairement à nous, ils sont en paix avec eux-mêmes et avec le monde. Alors, eh bien, je n'ai pas la réponse. Dit autrement, pourquoi est-ce qu'on est comme on est ? C'est une bonne question. J'aimerais bien avoir la réponse. Alors, je vais... Pourquoi est-ce qu'on se met à faire des choses qui, avec le recul du temps, paraissent être des conneries ? Parce que de temps en temps, on se trompe. On est tous ainsi faits. Je ne sais pas si vous avez jamais fait d'erreur dans votre vie. Moi, j'en ai fait. Donc, de temps en temps, on se trompe. Et alors, de temps en temps, on peut se tromper collectivement. Malheureusement, il y a plein d'exemples historiques où, de temps en temps, on se trompe collectivement. Par ailleurs, il y a des situations qui sont peu réversibles. Faust aurait très bien pu ne pas vendre son âme au diable. Il serait démerdé pour tomber amoureux de quelqu'un de moins bien que Marguerite, je crois, c'était. Il aurait peut-être été un peu moins heureux, mais enfin, à la fin, il n'avait quand même pas besoin de vendre son âme au diable. Nous, on est un peu dans un pacte faustien dans cette histoire. On a un peu vendu notre âme au diable, c'est-à-dire on se promet un lendemain qui risque d'être un peu rock'n'roll, contre le fait qu'effectivement, on ait vécu une parenthèse qui a été une parenthèse courte dans l'histoire des hommes. Selon les scientifiques, l'homme, c'est 20 000 ans, 100 000 ans, etc. Puis là, on a vécu 2 siècles
ça va encore durer 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, enfin, pas 2 nouveaux siècles, ça c'est sûr, de quelque chose qui est quelque part une forme de corne d'abondance qui semble n'avoir aucun inconvénient.